moi, j'écoute avec intérêt votre analyse, mais je dois vous dire que je la partage pas, ou du moins je la partage que très partiellement. Je ne crois pas que le fait de modifier l'entre-soi dans les milieux populaires et de créer une campagne d'apéro puisse changer la donne, hein, ou du moins la progression du Front National. Dire que les conditions sociales des plus démunis favorisent la progression du Front National, je suis d'accord, mais ce ne sont pas les raisons principales à mon avis. Je pense qu'il faut parler des causes originelles et structurelles. Alors, par exemple, premier point, peut-être faut-il remettre en cause la société dans laquelle on vit. Nous sommes dans un capitalisme, un néolibéralisme qui favorise la création des plus démunis, des plus pauvres. Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de riches. Premier point. Deuxième point, l'historique au niveau du Front National. L'historique au niveau du Front National. Il faut savoir que le Front National, à ma connaissance, a démarré aux alentours de 1972, suite à la guerre d'Algérie, et c'était vraiment quantité négligeable. Il a fallu que François Mitterrand, dans un premier temps, donne un coup de pouce, ou du moins fasse pression sur les médias pour faire connaître le Front National, et que dans un deuxième temps, il crée un pourcentage de proportionnel, ce qui a permis au Front National de rentrer à la Chambre des députés avec environ 36 députés. Et ceci pour affaiblir la droite au profit de la gauche de Mitterrand. Le troisième point, c'est aussi le jeu électoral que l'on fait en instrumentalisant le Front National, en le diabolisant. En diabolisant le Front National, ça permet de réassurer l'alternance, à l'heure actuelle, de deux partis de droite, ou du moins de deux partis qui appliquent une économie libérale, à savoir les Républicains et les socialistes. Et donc on diabolise le Front National, ce qui permet d'assurer cette alternance. Et le dernier point, je voudrais dire, c'est que en parlant du Front National, effectivement, on a peur parce que on y voit les prémices du fascisme, les prémices de la violence. Mais moi, je voudrais rappeler que la violence, elle existe dans notre société néolibérale. Moi, je suis né à Paris. Avant, il y avait des clochards, mais c'était des clochards, j'allais dire des bohèmes, qui décidaient d'eux-mêmes de choisir cette situation. Maintenant, on voit des gens qui dorment dans la rue partout. Et c'est devenu banal. Donc, en fait, le reproche que je vous fais, c'est que vous n'avez pas mis l'accent sur ces points-là. De mon point de vue. Oui, mais si vous voulez, ce que vous dites n'est pas du tout contradictoire avec... voilà. C'est... voilà. J'ai que l'aspect social. Oui, parce que si vous voulez... Oui, bien sûr. D'abord, premièrement, dresser une fresque générale qui remonte à 72, etc. Bon, c'est utile pour comprendre la situation, mais si vous voulez, nous, on n'a pas travaillé là-dessus. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous raconter des choses sur lesquelles nous n'avons pas développé des enquêtes qui sont des enquêtes de terrain pendant à peu près 3 ans, quoi. Bon, voilà, auprès des gens, faisant de nombreux entretiens, en essayant de comprendre, etc. Bon, c'est quand même malgré tout du boulot. Donc, mais ça n'est en contradiction en rien avec ce que vous avez dit, et notamment avec le tout début. C'est-à-dire que je crois avoir souligné à quel point les réorganisations libérales du travail, qui sont évidemment mises en place, pas d'elles-mêmes, hein, évidemment mises en place dans une stratégie de surtravail, bon, et donc de surprofit, et qui vont pas nulle part, tout ceci contribue pour beaucoup à l'explosion des collectifs de travail, l'explosion qui nourrit le chacun seul et ensuite le Front National. Donc je pense que c'est complètement lié. Sur ensuite l'utilisation par les partis politiques du Front National, je pense que il y a des calculs électoraux, oui, bien sûr. Hein. Mais il y a un moment donné où, quand on ouvre la boîte de Pandore,
il en sort de l'imprévu. Hein. Et donc, c'est le cas aujourd'hui. Parce que le Front National, il sert, mais enfin, d'ici à être au deuxième tour, je ne suis pas persuadé que le Parti Socialiste, on soit fondamentalement extrêmement content. Hein. Donc, oui, ils ont créé, entre guillemets, si on peut dire, un monstre. Je n'aime pas le terme, enfin, c'est pour la métaphore. Mais maintenant, il marche. Voilà. Donc, et il va marcher encore plus fort, parce que plus on a d'argent, et plus ça marche fort. On pourrait rappeler d'ailleurs, en ce qui concerne les socialistes, que leur think tank Terra Nova, à une certaine époque, a dit qu'il fallait laisser tomber, en quelque sorte, le monde ouvrier, parce que il ne fallait pas miser sur cette population-là pour les socialistes. On avait, à l'époque, avec la Fondation Copernic, écrit une contre-tribune à cette note de la Fondation Terra Nova. Fondation Terra Nova qui était financée par Henri Herman, qui vient de décéder, qui était un milliardaire français, qui était l'un des plus proches d'Emmanuel Macron et qui a notamment financé En Marche. Effectivement, qui théorisait la rupture avec le monde ouvrier. On avait fait une tribune, je ne sais pas comment retrouver ça aujourd'hui, mais qui s'appelait Gauche sociale contre Gauche marketing, juste à l'époque. Mais parce qu'effectivement, c'était du market, c'est-à-dire des parts de marché électoraux, quoi. Où est-ce qu'on pouvait gagner des parts de marché, et puis où est-ce... Bon, c'était compliqué, il valait mieux laisser tomber, on ne gagnerait pas. La note de Terra Nova. Le dernier président de Terra Nova, ça ne porte pas chance d'être président de Terra Nova, puisque le premier, Olivier Ferrand, qui venait d'être élu député, est immédiatement décédé après un jogging. Et puis le dernier, président de Terra Nova, maintenant ils n'en ont plus d'ailleurs, hein, c'était, comment s'appelle-t-il, le mec de la CFDT, là, Chirac. Hein. Je pense qu'un vote de Front National, c'est quand même quelque chose qui est très spectaculaire. Parce que Front National, comme parti, il n'a pas progressé, comme le disent les spécialistes, depuis 2002. C'est-à-dire, comme vous dites, et je suis d'accord avec vous, qu'il faut faire une analyse profonde. Qui sont ces jeunes-là qui votent pour Front National et sur quoi ils se basent pour voter pour Front National. Et je pense que c'est un travail assez vaste. Et je pense aussi que vote pour Maastricht, il a aussi participé, et surtout vote de 2005, quand on a reculé un peu le vote de Chirac pour la Constitution européenne. Non, mais c'est vrai que, si vous voulez, enfin, c'est vrai, et il faut nuancer. C'est-à-dire, le parti Front National est en train de se professionnaliser de façon extrêmement importante. Donc le Front National, en tant que parti, en tant qu'organisation, en tant, pourrait-on dire, qu'entreprise politique, d'abord a de plus en plus d'argent, a de plus en plus de permanents, a de plus en plus de moyens, et donc ça va lui donner, bien sûr, des moyens d'action absolument inouïs par rapport à ce qu'il avait. Donc le Front National d'hier n'est plus le Front National d'aujourd'hui, sous beaucoup de dimensions, du point de vue de sa force de frappe, pourrait-on dire. Bon. Maintenant, les causes sociales pour lesquelles les gens se saisissent du bulletin Marine Le Pen, et d'un côté, et le Front National de l'autre, sont deux choses différentes. Voilà ce que je veux dire. Et que, jusqu'à présent, on a ciblé le Front National. On a tiré sur le Front National. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire. On a tiré sur le Front National. Mais ça n'a eu aucun effet concernant les votes. Aucun. Et donc, nous, notre objectif, c'est de s'en prendre aux causes sociales des votes Front National. Voilà. Donc, ce ne sera pas chose aisée. Hein. Bon, voilà. Les causes sociales, c'est pas le... Pardon, excusez-moi.
Non, mais c'est enregistré, monsieur. Oui, c'est enregistré. Non, mais vous parlez des causes sociales, mais les causes sociales, elles sont générées par la société dans laquelle on vit. Macron va ubériser la société, va accélérer la loi El Khomri, ça va être encore plus catastrophique. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, en 22, je suis persuadé que le Front National a toutes les chances de passer si on continue sur cette lancée. Donc les causes sociales, on n'en est pas maître. Enfin, on n'en est pas maître compte tenu de la société dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Oui, mais si vous voulez, les causes sociales du Front, si vous voulez, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais, à mon avis, si je peux me permettre, il y a un élément dans votre raisonnement que vous ne mettez pas, à mon avis. Il y a les causes sociales des votes Front National. Ensuite, il y a comment on se représente le monde. C'est pas exactement la même chose. Il y a ce qu'on vit et comment on se représente ce qu'on vit. Et c'est ce que Bourdieu nomme la vision des divisions du monde social. Alors, on peut avoir des visions qui soient des visions, par exemple, de classe. Vision de classe, on subit parce qu'on exige de nous une rentabilisation de notre travail de plus en plus intensive, de plus en plus, etc., etc. C'est inacceptable, mais enfin, ça vient de quelque part. Bien. Et ce quelque part est localisé, c'est un quelque part de classe. Il peut y avoir, on subit, mais c'est de la faute du gars d'à côté. Et c'est ça qui, aujourd'hui, cette vision patriotique, ethno-raciale, du chacun contre tous, etc., qui se développe. Donc nous, notre objectif, les causes sociales, c'est évidemment de lutter contre le libéralisme sous toutes ses formes, de développer le plus possible des luttes sociales qui puissent l'empêcher. Ça, c'est... On va y contribuer. Sur la loi travail, la Fondation Copernic a essayé, avec plein d'autres forces, mais fortement, de contribuer à empêcher le plus possible cette casse du droit du travail. On continuera. Ce sont des rapports de force extrêmement globaux, mais pas sûr de gagner, mais il faut se bagarrer. Bon. Et puis, il y a ensuite la vision que les gens ont de leur situation et des divisions pertinentes. Parce que tous ces gens qui votent Le Pen, s'ils avaient d'autres représentations, par exemple en termes d'identité de classe et de conscience de classe, ils voteraient différemment. Hein. Bon, il faudrait d'ailleurs, à mon avis, il ne suffit jamais de voter pour que ce soit bien. Hein. Il faut voter et puis ensuite avoir un pouvoir citoyen pour que, bien sûr, les votes ne soient pas trahis. Parce que la plupart des expériences électorales, c'est malgré tout que les votes sont toujours trahis. Donc, sans contrepoids citoyen, bien. Mais d'abord, il faut travailler d'abord à endiguer les votes Front National, à les arrêter, et ensuite à reconstruire ensemble d'autres visions. C'est une tâche, je vois à votre visage, qui est d'ampleur, Mais regardez en contrepartie l'autre option. L'autre option, c'est de faire quoi? L'autre option, c'est d'attendre. Mais vous le dites vous-même, en 2022, et je partage complètement cette idée, en 2022, le risque est fort. Alors, est-ce que de maintenant à 2022, on ne fait rien? Moi, je suis tout prêt à faire autre chose que ce que, collectivement, on a pu proposer là. Si on me convainc que c'est quelque chose qui permettra mieux d'aller au plus près des personnes pour que soit transformée leur vision de la situation et des responsables de la situation. Mais je ne vois pas mieux pour l'instant. Donc, je me dis, mettons toutes nos forces là. On verra bien, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal de boire un coup, généralement, hein, ni de se parler. Donc, tentons, même si c'est une tâche... bon. Je crois que c'était Saint-Just, qui n'est pas nécessairement un très bon auteur, mais qui a eu cette belle phrase « On ne perd que les combats qu'on abandonne ». Oui, enfin c'est pour rebondir un peu, mais la question était posée tout à l'heure par un des
une des personnes ici, c'est-à-dire que dans les fêtes de village, moi j'habite aussi dans un village et la fête, il y a une fête tous les ans de la Saint-Jean, enfin ça existe. Et bien évidemment, c'est aussi des fêtes très avinées, bon. Mais très franchement, donc j'y vais parce que effectivement les gens ils sont sympas, ils peuvent être gentils, il y a de la solidarité, etc. Il n'empêche que plus de 35% là, FN, hein, ça monte depuis une vingtaine d'années. Ça, bon. Alors c'est vrai que très franchement, moi j'ai du mal aussi à voir comment concrètement, dans ce type de lieu, on puisse refaire du lien social. Alors si, le lien social, il y en a, mais parce que c'est le petit village d'Astérix. C'est-à-dire que on s'entend tous parce que c'est un petit peu le petit village d'Astérix, sauf qu'il y a quand même... et on sait, et les uns et les autres, on sait pour qui on vote. Hein. Donc, voilà, comment... la question était posée tout à l'heure de l'éducation populaire. Vous parliez de l'entre-soi, etc., et il n'empêche que l'entre-soi, même dans ces fêtes-là, existe parce que chacun sait d'où on vient. Et donc, c'est pas si simple. Hein, vous pointez une question qui est extrêmement importante et qui est peut-être la question, la difficulté, une grande difficulté de cette histoire-là, qui est laquelle? D'abord, premièrement, il y a, à mon avis, deux choses. La première chose, c'est la taille de ce qu'on peut appeler apéro ou pique-nique ou n'importe quoi. Parce que faut aussi, des copines nous ont dit, même s'il y a des copines féministes qui ont signé avec nous cet appel-là, un certain nombre, d'autres copines nous ont dit aussi, mais les apéros, nous, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça parce que les mecs sont avinés, ils sont chiants, ils sont plus cons encore qu'ils sont habituellement, ce qui est déjà pas mal. Donc, bon, c'est pas terrible. Mais alors, il y a deux choses. Et puis, en même temps, il y a des études qui paraissent, des études sociologiques qui paraissent, par exemple, sur les étudiantes d'origine immigrée, qui, dans beaucoup de cas, ne vont pas aux fêtes étudiantes, justement parce que la culture de l'alcool et des trucs comme ça, c'est franchement pas leur truc, quoi. Bon. Et donc, c'est pourquoi il faut imaginer des apéros qui ne soient pas des apéros pour se mettre cartable, pour que les gens soient sous, etc. Bon, ça, c'est un premier point. Hein. C'est pas l'objectif. Hein. Bon, il n'y a pas même un. Et deux, il faut calibrer la bonne taille. Parce que la taille, genre fête de village, ce genre de choses, en fait, c'est une taille où on parle, mais pas tant que ça, quoi. Voilà. Pas des masses, hein. Bon, les gens vont faire d'autres activités, ou danser, ou je sais pas, ou etc. Bon, ce qui est très bien en soi, mais bon. Mais l'idée, c'est de pouvoir calibrer des tailles où les gens puissent se parler, échanger vraiment. On puisse répondre sur le même sujet, parler longtemps, je ne sais pas, se parler, pouvoir lancer des idées que l'autre va faire maturer dans sa tête, ça va bouger, et en faire un certain nombre. Donc c'est une question, de taille. Mais la question que vous posez est, à mon avis, une question centrale sur un autre point. Parce que ces points-là, les deux, je pense qu'on peut les régler. Mais le troisième, il est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on peut nommer l'endogamie sociale de tous les lieux de convivialité. Le fait finalement qu'on reste dans un entre-soi social, quoi, bon, globalement. Hein, ouais. Et que c'est très difficile de connaître des gens qui sont très différents de nous. D'abord, dans le lieu où on habite, les lieux socialement ne sont pas neutres. Hein, bon, souvent, c'est pas neutre. Bon. Donc, comment casser ça ? Et ça, c'est pas évident du tout. Parce que même si on dit, par exemple, il faut faire des ateliers dans les entreprises, ce sera des ateliers entre proches. Mais je pense que dans les entreprises entre proches, si vous avez des gens qui sont syndiqués, ou un peu politisés, ou etc., ça peut avoir aussi des effets à terme. Ça peut bouger des trucs. Bon.
On peut dire à un mec avec qui on travaille, tu déconnes, écoute, tu peux pas dire ça, regarde ça. Et puis regarde ça, puis ça, et ça. Tu vois? Et puis être recevable. Moi, c'est ce qu'on me dit, enfin, ce que les gens de la CGT, nous, on n'aurait pas lancé ça si on n'avait pas eu ces conversations déjà là, assez longues. Hein. On peut même s'engueuler, c'est pas grave. S'engueuler et puis se taper sur l'épaule après, et puis dire allez, viens, je t'en paye un. Et puis voilà, et puis on n'en parle plus, et puis après on en parlera peut-être, et puis etc. Mais bon. Là, on voit bien qu'on reste malgré tout dans une certaine endogamie sociale. Il y a une sortie de l'endogamie sociale avec les enfants. C'est pourquoi la question des apéros dans les facs, c'est pas une mauvaise idée. C'est parce qu'il y a des enfants, moi je vois dans Picardie, hein, bon, beaucoup de jeunes enfants. Alors, il y a ceux qui sortent comme Macron du lycée La Providence et qui s'en vont ensuite essaimer à les classes prépa parisiennes ou à Sciences Po ou que sais-je. Bon. Enfin, et puis il y a tous les autres. Et moi, j'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont les premiers à avoir le bac dans leur famille. Ben, je ne suis pas certain, et même je suis certain que ce n'est pas le cas, qu'ils pensent comme leurs parents et comme leurs grands-parents, comme leurs oncles. Hein. Ça, c'est sûr. Et qu'on puisse créer des lieux etc. Ils retournent chez eux, ils reparlent. Ils ont, même pour le meilleur et pour le pire, une autorité sociale particulière du fait que c'est les intellos de la famille, quoi. Avant, la petite sœur, les petits frères, qui font pareil, par bonheur pour certains, dans certaines familles. Bon. Et donc là, on crée déjà des portes d'entrée qui cassent un peu l'endogamie. Bon. Et puis, il faut réussir à créer des lieux où c'est possible. Alors, localement, c'est difficile, mais parfois, c'est un peu possible. Dans les familles, souvent, c'est possible. Parfois, c'est possible. Parce que dans les familles, il peut y avoir des gens qui sont quand même de milieux sociaux tout à fait différents. Hein. Pas toujours, mais si on prend la famille élargie, des choses comme ça. Oui, enfin bon, l'idée de l'apéro, c'est bien pour ces... Bon, pourquoi pas. Enfin, il faudrait aussi voir, effectivement, faire le ménage un petit peu au niveau politique. C'est vrai que s'il y avait une offre politique correcte, je pense que, bon, si les salaires étaient corrects, hein, c'est vrai, si finalement les gens vivaient bien, on n'aurait pas ce problème-là. Et là, ils sont vraiment manipulés. Je pense que ce serait bien de faire aussi un apéro au PS, là, en ce moment, et de leur demander un petit peu ce que c'était leur stratégie, là. Hein, parce qu'on n'est pas dupe non plus, hein, on a bien compris ce qui s'est passé. Et je pense que là, il y a quand même une manipulation populaire qui est quand même un petit peu écœurante. Hein. Voilà. Il faut en parler avec ces gens-là aussi, quand on les rencontre. Bien sûr. Parce que là aussi, je pense qu'ils sont un peu dans leur sphère, et qu'en effet, ils ne se rendent pas compte que ça va mal se terminer. Pour tous, là, pour le coup. Hein. Là, c'est bien, vous allez inviter les Pinson-Charlot. Et ils vont vous dire que l'oligarchie, les plus riches, ont une conscience de classe. Absolument. Warren Buffett l'a déclaré, d'ailleurs. Il a dit, nous sommes dans une guerre de classe. C'est la classe des plus riches, la mienne, qui est en train de la gagner. Et nous allons la gagner. Je veux dire, rien n'est innocent. Hein. Et par rapport aux actions que vous allez mener, hein, je vous y encourage parce que... toute action est bonne à prendre. Mais je veux dire, l'ampleur est de taille. Hein. Oui. Quand vous voyez que 99,8% des médias, journaux, télévision, enfin tout, est possédé par l'oligarchie, les milliardaires, on imagine que chacun rentre chez soi, regardant la télévision, le crâne rempli de toutes les informations distillées par TF1. Et d'ailleurs, pourquoi cette pétition dans le journal de Drahi, ça vous gêne pas trop, ça? Il a bien voulu, ça ne gêne pas. Ça l'amuse un peu, peut-être? Non, je pense que les rédactions des journaux sont plus composites qu'on ne croit. Vous avez des secteurs plus ou moins tenus. La fille qui s'occupe de la rubrique idée, là, avec laquelle on a Sonia Faure, est une fille très bien, hein. Très à gauche et très bien, elle peut bosser chez Libération, est très bien, et qui notamment, par exemple, sur un des scandales absolus, qui est que travaillais-tu en toute impunité, hein,
les accidents professionnels, les maladies, les cancers professionnels, les accidents, etc. Bon, là-dessus, elle est super engagée. Donc, je pense que c'est plus composite que ça. C'est-à-dire que, bon, ils s'en foutent complètement de nos apéros, des trucs. Je ne suis pas persuadé qu'ils lisent ce journal. Ils s'en tapent. Voilà. C'est une danseuse, si ce propos n'était pas sexiste. Mais bon, et puis parfois quand il en a besoin, ben voilà. Puis parfois il s'en fout. Voilà. Je pense qu'il y a une attention. Sur le Parti socialiste dont vous parlez, leur stratégie, elle est simple. Si vous discutez avec un certain nombre d'élus, etc., qui est de dire, bah, on perd maintenant, mais dans 4 ans on gagnera. Voilà. Ce qui n'est pas du tout certain, parce que si vous voyez le PASOK en Grèce, bon, ils ont perdu, hein. Mais eux, ils pensent qu'il y a des aléas électoraux. Ils auraient certainement préféré, je pense, que Fillon gagne. Parce que là, à coup sûr, ils regagnaient des mairies, ils regagnaient des... C'était ce qui était envisagé. Bon, voilà, avec un jeu politique où leurs intérêts sont des intérêts professionnels, où on calcule sur une vie professionnelle de la politique. Voilà. Et si vous voulez, si vous me l'autorisez, je vais être beaucoup plus sévère que vous, en vous donnant des dimensions que je ne devrais pas donner. C'est filmé, mais peu importe. Ma femme était, lorsque Adeline Nazan était maire de Reims, directrice de cabinet d'Adeline Nazan. Nul n'est parfait, mais je l'adore néanmoins. Et elle était à la gauche du PS néanmoins. Bon. Quand le premier secrétaire du Parti socialiste d'alors, Harlem Désir, est venu, il y a eu 10 jours de sélection par des boîtes de communicants du public de la salle qui allaient poser des questions et qui allaient être filmés pour l'intervention, le meeting, n'est-ce pas, d'Harlem Désir. Voilà ce qu'est le Parti socialiste. Voilà. C'est un monde clos de professionnels de la politique qui, de nous voient éventuellement comme ressources électorales, ne connaissent pas nos vies, ne vivent pas nos vies depuis tout le temps, bien, et n'en a à peu près strictement rien à battre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est malheureusement, si on veut être clair, et qui vit dans un monde parallèle. Leur monde parallèle, c'est quoi? Ben, leur monde parallèle, c'est l'entre-soi, c'est les médias, et puis les élections, voilà, et les boîtes de communicants, et l'œil sur les sondages. Mais vous n'imaginez pas, alors que la plupart du temps, ça ne vaut pas tripette. Vous n'imaginez pas le volume de l'argent public dépensé pour avoir des études, est alimenté, pour calmer son inquiétude et son incertitude, dépensé pour les boîtes de sondage. C'est délirant, c'est une folie. Ça, si vous voulez être riche, montez une boîte de sondage. Alors là, ça dépasse tout sens commun. Et donc, on est en présence, oui, de professionnels de la politique, bien sûr, qui définissent une offre politique. Mais ce que nous proposons est un mouvement d'en bas, où chacun redevient un homme et une femme politique. Chacun fait de la politique en faisant ça. En bas, des actions qui sont minuscules, mais des actions qui ont un effet majeur. Voilà. Que chacun, on se réapproprie la possibilité de faire. Eh bien, je pense que ça peut changer beaucoup de choses, et y compris avoir des effets qui sont des effets inattendus. Parce que bien sûr, là, on va se côtoyer, etc. Et bien sûr, on va se dire, ce qu'on se dit là, que ce personnel politique, sincèrement, bon, ça suffit là. Bon, voilà. Vraiment, ça suffit, quoi. Bon. Mais que si la gauche voulait gagner, et si c'était leur enjeu, bien, il manque, à ma connaissance, personnellement, je ne suis pas
un fan de Jean-Luc Mélenchon. Chacun son point de vue. Je n'en suis pas un, pour plein de différences politiques et de rapport à soi-même, à son propre ego, à sa propre place dans l'histoire et à la personnalisation ou pas des rôles politiques. Chacun son sentiment, chacun son point de vue. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'amis qui sont à France Insoumise, etc. Bon, bref. Mais si on prend au sérieux le fait que se joue le destin des personnes, que moi je vois au supermarché qu'ils galèrent avec leurs bons de réduction, etc. Bon. Et que donc ça nous dépasse un peu tous. Benoît Hamon, lorsqu'il était leader dans les sondages, appelait à l'union, si je ne m'abuse, et au retrait de la candidature de Mélenchon, pour que la gauche gagne. Si on ajoute son score à celui de Mélenchon, la gauche est en tête au premier tour. Voilà. Mais pourquoi pas l'autre sens? Alors Mélenchon, Hamon n'a pas lâché le morceau non plus. Oui, alors c'est ça, absolument, c'est ce que je disais. Ah oui, d'accord. C'est ce que je disais. Il était en embuscade, lui, hein, Oui, c'était non, fait exprès. Ce que je disais, c'est que, si vous voulez, ce qui montre bien que ces enjeux sont des enjeux professionnels, c'est que si on prend au sérieux le fait que du vote et de l'élection de tel ou de tel dépend la vie des gens, alors on est capable soi-même, et tous ces appareils, etc., d'être à la hauteur de cette histoire-là. Bon. Et quand alors, puisqu'on est avec des gens qui ne cessent de croire et de croire et de croire au sondage, les derniers jours, il y en a un qui est donné à 19, l'autre qui est donné à 6. Ben, on appelle à voter pour celui qui est donné à 19. Voilà, point. Et pourtant, je le dis d'autant plus que personnellement, je n'ai aucune sympathie pour Jean-Luc Mélenchon. Et rien que de l'antipathie, pour tout vous dire, pour plein de raisons. Mais néanmoins, et on construit un programme commun. Voilà. Mais bon, c'est pas ça. Très rapide intervention, c'est sur le vote par lui-même. Combien faudra-t-il de mandats pour que les gens comprennent que le fait de mettre un bulletin dans l'urne ne leur donne aucun pouvoir? Il n'y a pas de mandat impératif. Donc le mandat qu'on donne pour être représenté n'engage pas du tout les représentants. Depuis l'origine, j'allais dire, de la Première République, il y avait l'abbé Sieyès, qui était un des pères fondateurs de la République, de la République, disait qu'il ne saurait y avoir de démocratie en France. Même Voltaire le disait. Il faut que la France soit gouvernée par une minorité éclairée. Enfin, le petit peuple... Les élections, c'est une dépossession de la souveraineté. Voilà. Mais absolument. Mais enfin, voilà. Maintenant, est-ce que ça doit nous incliner à abandonner, à baisser les bras, à se dire bon ben voilà, de toute façon c'est tellement, etc. Ou il y a peut-être des voies intermédiaires. D'abord, avoir ça à l'esprit, d'avoir à l'esprit aussi sans doute que les mandatements peuvent devenir des mandatements sous contrôle, ce qui n'est pas le cas, et qu'il faut y travailler, et que c'est possible, que les délais d'un mandat en France c'est 5 ans, aux États-Unis c'est 4 ans, par exemple, que, etc., etc. Que doit-on voter pour un homme providentiel, comme ça, en l'adulant tel César, avec ses hologrammes? Je me laisse aller. Ou bien, est-ce qu'on ne doit pas voter plutôt pour une équipe, pour un programme porté par une équipe? En Grande-Bretagne, c'est vraiment pas un modèle à tout point de vue, mais il y a un shadow cabinet. Au moins, on vote pour l'équipe. Voilà. Alors c'est pas exactement ça, faut pas, voilà. Mais néanmoins, moi je fais partie effectivement de ceux qui pensent que il doit y avoir des équipes de constituer, voilà, et que ensuite on vote pour telle équipe, pour tel truc, et pour voilà, et que ces équipes sont sous contrôle, ces équipes ont un mandat. Si pour des raisons X ou Y,
d'empêchement, parce que parfois la situation internationale ou nationale change à tel point que tel programme est empêché. Bon, ben, on revient devant les électeurs. Et puis on fait valider soit une inflexion du programme, soit etc. etc. Et ça, c'est à notre portée. Bon. Mais c'est pourquoi moi je suis favorable à des apéros partout, de toute espèce. Parce que je pense que ce qu'on se dit là, bah, on se le dirait pareil si on faisait un apéro. Voilà. Oui, mais on pourrait appeler ça aussi réunion politique, hein, plutôt. C'est la même chose. Voilà. Oui, bon, sauf que si vous dites réunion politique, les gens viennent pas. Voilà. D'accord. Bon, bah alors. C'est ça. Voilà. Donc il y a déjà un petit peu de manipulation quand même. Hein. Non, mais d'ailleurs, si vous voulez, à peu près, enfin, ça dépend comment on définit la politique, mais toutes les relations sociales sont des relations politiques. Se jouent des choses très politiques dans le rapport entre les hommes et les femmes, dans le rapport des choses très politiques toujours, qui peuvent sembler microscopiques, mais qui sont très politiques. Et donc, oui, se réunir à quelques-uns, c'est très politique. Il va se passer des choses très politiques là-dedans. Dernière, je vous le promets. Ceci étant, les institutions étant ce qu'elles sont, à partir du moment où il y a des institutions, elles vont tout faire pour que rien ne change. Le TCE de 2005 est là pour le prouver. Alors, méfiance. Oui, mais nous ne pourrons pas nous empêcher de faire des apéros. Parce que là, autrement, ça devient embêtant. Hein, même dans l'Union soviétique du temps de Brejnev ou de etc., on le sait très bien, les dissidents, ils faisaient des apéros. Hein. Bon. Donc ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ça. Et par là, de tout reconfigurer. Parce que si on en fait partout, ce qu'on se dit là, ça sortira. Et si on se voit plusieurs fois, ce qu'on se dit là, ça sortira, et puis ça s'agglomérera, etc., etc. Et on en fera des choses à terme de toute cette histoire-là avec un mouvement comme ça. Les institutions, l'oligarchie, les puissants, ils sont là, hein, ils restent là. Juste, ils restent là, mais tu le disais tout à l'heure, ils ont une conscience de classe. Et pour le coup, c'est vrai qu'en face, il faut qu'il y ait une reconstruction de cette conscience de classe. Donc effectivement, de toute façon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont là et ils sont là tout seuls, quoi. Et effectivement, ce qu'on peut entendre ici, c'est ils ont les moyens, mais si mathématiquement on est beaucoup plus nombreux que les petits, c'est vrai. Je veux dire, on va se dire que de ce fait, ils seront toujours là. Aujourd'hui, surtout, je pense qu'ils gagnent une revanche parce que ce qu'ils ont pu vivre, effectivement, au lendemain de la guerre, etc., tout ce qu'ils ont. Et donc, c'est la revanche. Et eux, depuis ce temps-là, se réorganisent. Bon, et puis alors, avec une complexification quand même aujourd'hui sur cette la globalisation, qui fait qu'effectivement, pour le coup, là, on est vraiment. Alors, on peut penser qu'on est vraiment très peu nombreux, sauf que non, parce que en termes de nombre, si on globalise au niveau de la planète, on est pour le coup on est les plus nombreux, quoi, au bout du compte. Mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais face à ces moyens, effectivement, là, de financiers, hein, et puis pas que, hein, mais idéologique. Il y a une grosse artillerie derrière. Effectivement, cette conscience de classe, on est bien d'accord. Mais pour le coup, si aujourd'hui on en est là aussi, c'est parce que de l'autre côté, la conscience de classe. Alors, ils ont réussi effectivement. Mais pour le coup, soit on se dit on est vraiment idiot et on n'arrive pas à remonter la pente, ou alors mais ça va pas se faire. Ça va pas se faire en 2 jours, effectivement. Non, ça, c'est clair. Mais il y a tout ce travail-là. Alors, il y a quand même aussi un petit peu l'idée. Moi, j'ai envie de dire que sur l'expérience ici, par exemple, sur les AMD, bon, là, ce groupe, là, ça fait une vingtaine... Enfin, je sais pas, le temps passe, c'est terrible, ça fait une vingtaine d'années. Moi, je peux dire que, personnellement,
je vois ma progression. Je veux dire que c'est un peu dans cet esprit-là, parce que c'est aussi l'idée de refaire du lien, de rediscuter, même si parfois on se dit mais ça sert à quoi? Mais si, au bout du compte, ça sert parce que effectivement, citoyen éclairé, ça passe aussi par là. Donc là, effectivement, moi je repose cette question-là tout à l'heure, mais enfin je la pose pas, mais c'est la vraie question, c'est comment effectivement ça essaime au-delà de l'entre-soi qu'on peut trouver, par exemple dans les AMD ou c'est un peu cette idée. Enfin, oui, venez le premier, et puis on va essayer de faire ça ensemble. Non, mais je veux dire, nous, on travaille. Là, je sais pas. Je voyais avec des amis de Rennes, comment à Rennes ils vont s'organiser, comment ils vont s'organiser ici ou là, ou ici ou là, ou là, ou là. Bon, que 1000 fleurs s'épanouissent. Et puis il y en aura 1000 autres, et puis 1000 autres, et puis 1000 autres, et puis etc. J'en suis persuadé. Et puis surtout, où c'est bien, c'est que les gens viennent en disant mais oui, mais non, ça va gripper là-dessus, ça va pas marcher. Et on essaie de dépasser ensemble le fait qu'on puisse se dire tiens, ça se trouve, ça va pas marcher. Bon. Parce qu'autrement, si on part sur une vision enchantée, béni oui, voilà, il suffit de... Non, ça peut pas, ça va pas le faire, ça. Hein. Mais j'étais à la Courneuve l'autre fois, bon, avec, et notamment de très anciennes militantes qui avaient 80-85 ans, toujours milité. Je me rappelle une militante qui s'appelait Muguette, et qui disait la chose suivante. Qui disait, c'est vrai, dans ce que tu dis, il y a au moins un truc qui faut réfléchir à ça. C'est que moi, quand je militais, alors c'était du PC, hein, Courneuve, bon, quand il y a encore 20 ans de ça, elle disait, il y a encore 20 ans, bon. Maintenant on dit aux gens, bah, venez, on fait un truc, venez. Les gens qui viennent... Mais auparavant, on ne leur disait pas venez, on allait les voir. On allait les voir. Voilà. C'était pas pareil. Et effectivement, il y en avait plein d'autres qui venaient, une fois qu'on allait les voir. Voilà. Et donc, donc, beaucoup de choses ont changé dans le rapport à l'autre, d'une certaine façon. Dans le fait qu'on n'ose plus. On n'ose pas provoquer le dialogue, la discussion, l'échange. Bon. Et donc, il y a besoin d'une démarche qui est une démarche compliquée, mais volontaire. Parce que la volonté en politique, ça n'existe pas aujourd'hui au sommet. Bah, si elle existe en bas, pourquoi pas? Bon. De la même façon, vous voyez, je discutais avec un type qui est un type que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Stéphane Lavignotte, qui est pasteur. Il n'est parfait, et il est pasteur protestant. Il est près de l'île Saint-Denis, dans un quartier très populaire, où il aide les gens à s'en tirer sur des démarches administratives, sur des trucs. C'est vraiment, à mon avis, le meilleur de ce que le christianisme social peut faire. Hein. Bon, voilà. Bon, je ne sais même pas s'il croit en Dieu, d'ailleurs. Enfin bref, c'est son problème. Mais il fait avec les gens. Il est au contact. Alors lui, il est partant sur une histoire comme ça. Il me dit, ça va pas être compliqué, moi, que je fasse ça. Et qu'on le fasse là. Il y a plein de lieux qui font plein de choses. À Poitiers, il y a des gens qui aident... j'étais à la fête de Poitiers récemment. Il y a des gens qui aident des associations de personnes venant des Comores, des Comoriens, etc., et qui sont installés, qui sont dans des centres sociaux, dans des trucs. Ils vont pas avoir de mal à faire ça, avec plein de gens très différents. Et là, il y aura effectivement... D'ailleurs, ça se fait déjà, dans des centres sociaux. Il y a beaucoup de gens où, une fois, c'est un repas couscous, une autre fois, c'est un repas notre pays, une autre fois, c'est... Et il y a un mélange comme ça avec les trucs. Encore une fois, je ne tiens pas mes promesses. Juste un exemple, les Restos du Cœur. Ça fait combien de temps ça dure? 30 ans? 40 ans? 40 ans que ça dure. C'est inadmissible. Ben oui, c'est inadmissible. Et pourtant, les gens
je les loue, les gens qui aident les plus démunis. Mais 40 ans que ça dure, c'est devenu une institution. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas évident. Ben non, mais il n'y a rien d'évident. Mais moi, je refuse, pour ma part, de laisser les choses dans la situation où je la vois. Où je la vois chaque fois que je vais faire des courses au supermarché. Voilà. Vous parliez des gens qui sont SDF à Paris. Moi, j'ai vécu à Paris très longtemps, avant qu'on habite dans l'Aisne. Aujourd'hui, c'est absolument inadmissible de voir le nombre de SDF. Vous prenez le périph', j'étais encore tout à l'heure, les campements et les trucs, bon, des gens qui sont dans des misères absolument, enfin des trucs inouïs, quoi. Hein. Les seules choses que Valls a fait, c'est de casser les bidonvilles. Bon, bah, les gens se retrouvaient avec rien, en train de errer, etc., jusqu'au moment où ils en reconstruisaient un. Généralement, ça prenait un jour. Mais bon. Je refuse que les gens que je vois soient laissés dans la misère dans laquelle ils sont. Personnellement, je le refuse. Voilà. Je le refuse. Moi, j'ai la chance d'être issu d'une famille plutôt privilégiée, d'avoir un métier qui me rapporte un peu d'argent, ma femme aussi. Je ne vis pas ça. Je refuse que les gens soient dans la merde. Je refuse d'avoir des étudiantes que je vois sans cesse, qui au bout de 2 ans ou 3 ans d'études me disent « Bon, mais moi, de toute façon, je leur dis « Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ça a bien marché, etc. » Ben, moi, je ne peux plus, parce qu'il faut que j'aille travailler maintenant. Je ne peux pas continuer. Et vous avez des crétins hein, qui glandent rien ou qui foutent rien, mais qui sont issus de familles riches, qui, eux, vous auront tout. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, bah non. Voilà. Non. Mais ça dépend de nous aussi. Ça dépend de ce qu'on va faire, nous, pour nous bouger, nous. Nous. Voilà. Mais bon. Mais on est quand même plus, comment dire, dans l'élan si on est un nous. C'est-à-dire si on a le sentiment de ne pas faire des choses qui soient ponctuelles, qui soient des petits trucs, mais si on a l'impression de participer à un mouvement social. Nous, ce qu'on veut lancer, c'est un mouvement social d'apéro. C'est un mouvement social.